L'anecdote aussi qui est drôle, c'est que le second qui vient se présenter pour seconder le chef, vient me voir et il me dit « je voudrais parler au chef ». Ouais. Et je dis « oui, c'est moi ». Et il me dit « non, mais je voudrais parler au chef, je suis le second ». Et je dis « c'est moi ». Et il me fait « toi, t'es un petit rigolo ». Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un chef d'exception, une figure emblématique de la haute cuisine française qui a su marier tradition et modernité avec une intelligence rare. Guy Martin est à la tête du Grand Véfour, adresse mythique nichée sous les arcades du Palais Royal à Paris. Avec son style raffiné et audacieux, il a su préserver l'âme de ce lieu historique tout en le propulsant vers une ère nouvelle. Nous allons revenir sur son incroyable parcours. De ses débuts, loin des grandes écoles de cuisine, à la consécration avec 3 étoiles Michelin. Il nous parlera aussi de sa vision de la gastronomie, de son amour du terroir et des défis d'un chef à la tête d'un restaurant aussi prestigieux. Alors, installez-vous confortablement et plongez avec moi dans l'univers d'un chef d'exception. Guy Martin, bienvenue dans Les Chefs se mettent à table. Alors, j'ai une première question qui est assez, pas simple, mais c'est quoi votre premier souvenir de plat ? À quand ça remonte ? Ouais, alors mon premier souvenir de plat, non, c'est très simple pour moi parce que ça tourne autour de 2-3 plats, donc je vais y arriver facilement. Oui. Alors, si c'est le printemps, on va dire ce sont des morilles à la crème. Alors aujourd'hui, les morilles, c'est quelque chose de cher, etc. Mais il faut penser que j'habitais en Savoie et qu'on allait ramasser les morilles, comme on allait ramasser les noisettes, etc. Donc, au printemps, il y avait les morilles qu'on allait ramasser. Et vous savez, l'enfant que j'étais allait chercher le lait chez la voisine. Et le lait, on le laissait une journée et le soir ou le lendemain matin, il y avait de la crème. On écrémait ce lait et avec cette crème, ma mère cuisinait ses morilles à la crème. Alors, ce sont les morilles à la crème au printemps. Après, le chou chantilly, alors voilà, encore de la crème. Hein. Le chou chantilly. Le chou chantilly, ouais. Donc, ma mère, elle cuisinait vraiment hyper bien. Des recettes familiales, hein, pas des recettes sophistiquées, des recettes familiales. Donc il y avait ce chou chantilly, la tarte aux pommes. Voilà, en gros, et quand toute la famille était là, il y avait des pot-au-feu. Oui. Mais tout ça était fait avec les légumes du jardin. Il y avait le Saint-Cochon. Le cochon, quand il passait de vie à trépas, donc les boudins, la soupe de cochon, les jambons, parce que tous les Savoyards ont des bons jambons dans leur réserve. Le Beaufort, le roi des gruyères, le prince des fromages. Voilà en gros mes souvenirs avec le pain du boulanger. Le pain qui était cuit au feu de bois. Ah oui, donc vous êtes, il y a vraiment pas une tradition, mais vous avez vraiment, c'est ancré en vous, quoi. C'est-à-dire, je suis arrivé adulte sans savoir réellement sans savoir cuisiner, mais j'arrivais à faire la différence entre ce qui était bon et ce qui était fin. Quand vous dites que vous êtes arrivé adulte, c'est parce que vous n'avez pas fait de, comment dirais-je, de parcours traditionnel, école de cuisine, etc. Non, j'ai commencé le pizzaiolo. Ok, j'ai fait pas mal de montagnes. D'accord. Pas mal de montagnes. Donc saisonnier du coup ? Alors, saisonnier pizzaiolo à Annecy, mais la montagne à l'année. Hein. Donc le ski un petit peu, mais pas forcément toujours sur les pistes. Et voilà. Et parallèlement à ça, je jouais de la guitare. Voilà, j'avais une guitare. J'ai monté un petit groupe de rock. Ok, donc rien à voir avec la gastronomie. Ouais, tu peux m'appeler Mick. J'adore. Pas mal. Mais alors du coup, ça veut dire que là, vous avez quoi tu as une vingtaine d'années à peu près à ce moment-là ? Non, j'ai commencé, on va dire le ski, la musique. Le ski très jeune à 7-8 ans et la musique à 10 ans, 14 ans, par là. Et mon prof d'anglais, paix à son âme, nous donnait des cours de guitare. Voilà. Donc tu passes de ski guitare à pizzaiolo ou en parallèle tout ça ? En parallèle, je fais toujours Donc j'arrive à 18 ans, j'ai pas d'argent, donc pour gagner ma vie, je suis pizzaiolo. Mais entre-temps, je faisais des petits boulots de plongeur ou à l'époque, on avait le droit, quand on skiait à peu près bien, pendant les vacances de Noël, février et Pâques, d'être moniteur de ski. En complément des moniteurs qui étaient surchargés aux périodes de fête. D'accord. Donc si vous aviez un bon niveau,
on pouvait enseigner. Donc t'étais en relais. Voilà, j'enseignais le ski l'hiver pendant les périodes de fête. Ah, génial ça. Mais alors du coup, à quel moment tu bascules vraiment dans la cuisine? C'est quoi le déclic? Non mais j'ai toujours aimé bien manger. J'ai toujours aimé un certain art de vivre, les beaux produits, parce que étant fils de la campagne, quand tu es fils de la campagne, tu comprends le rythme des saisons. Parce que tu cuisines, ce que tu manges est au fil des saisons. Donc ça m'a servi plus tard, et je dirais style 21 ans, 22 ans, par là. Il y a un peu un déclic parce que je grandis dans ce métier, que ce que je sais pas faire, je l'apprends en suivant des livres de cuisine. Donc je cuisine, je lis une recette, je cuisine jusqu'à ce qu'elle soit bien. Et étant donné que je dormais pas beaucoup la nuit, et que je dors toujours pas beaucoup la nuit, une partie de ces recettes, je pouvais travailler la nuit pour les faire. Ou par exemple, quand j'ai appris la boucherie, j'allais de 5h à 8h du matin ou de 4h à 7h apprendre à désosser, apprendre à faire de la boucherie chez un copain boucher qui m'accueillait, et en contrepartie, je l'aidais à faire un peu du service traiteur. Parce que le boucher, là aussi, c'est une vraie particularité. C'est quoi? C'est dans la découpe, c'est tout ça? Quand tu sais rien faire, tu as envie de tout apprendre. Ouais. Donc, étant donné que je partais quand même d'assez bas, on va dire. Voilà, bon, après, c'est le travail. C'est travailler, c'est beaucoup travailler. Bien sûr. Mais, je travaille toujours encore beaucoup aujourd'hui, mais quand le travail est un plaisir, c'est un petit peu, voilà, on va dire un peintre, on va prendre qui est connu de tout le monde, Picasso ou Monet, je sais pas. Oui. Bon. Quand il va peindre 3 heures, 5 heures, 8 heures, 10 heures, il ne va pas dire, mon tableau, j'ai peint 36 heures. Oui, bien sûr, voilà. Évidemment. Nous, notre métier, quand tu l'aimes, c'est de l'art aussi. C'est comme ça. Tu es dedans, et voilà. Et alors, même maintenant, tout ce que tu as appris, par exemple, chez le boucher, tu peux l'appliquer tous les jours de manière... Enfin, c'est quelque chose en toi, maintenant, ça te sert? Sans t'en rendre compte, peut-être, j'imagine. Non, mais quand tu sais faire, tu sais faire. Le seul truc, c'est que si tu veux... Après, quand tu es chef, tu dois diriger une brigade, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Oui. Et donc, ça veut dire que, par exemple, la personne qui va lever les poissons, qui va lever une partie de la journée les poissons, quelque part, il va aller plus vite que moi. Quand tu dis lever les poissons, là, je m'adresse à nos auditeurs, téléspectateurs. Donc, lever les poissons, c'est quoi? C'est découper? Fileter. Ok. Bon, par exemple, si tu as un gros turbo, tu dois faire des tronçons. Oui. Tu dois lever, ça s'appelle le désosser. D'accord. Ce qui te sert le plus, moi ce qui m'a servi beaucoup dans mon parcours, c'est ma mère. Parce qu'elle disait, parce que j'étais un peu turbulent et j'étais renvoyé de l'école, tout ça. Okay. Et elle me disait en fin de compte, ce que tu n'as pas envie de le faire, fais-le pas, mais ce que tu fais, essaye de le faire bien. Ouais. Ça a été une belle discipline. Le sport a été une grande discipline, parce que j'ai fait de la compétition dans plusieurs... Donc ski? Ski, hand, course. Et la montagne, notamment l'escalade, c'est aussi tu as une discipline. Tu es obligé d'avoir une discipline d'entraînement. Donc ça veut dire que tu t'habitues dans une certaine rigueur de faire les choses, mais de les faire quand même, les faire avec amour, pas parce que tu es contraint, parce que tu aimes les faire. Donc, je vois très bien. Voilà, et la cuisine, après, on va dire, voilà, style 21, 22 ans, c'est un peu basculé parce que j'ai changé d'endroit. Après 24 ans, j'étais chef dans un relais château de Coudray. Après, je reprends la direction du château de Divonne, j'ai 26 ans. C'est très jeune tout ça, hein, quand même. C'est assez jeune, surtout à l'époque. J'étais le premier chef-directeur d'un relais château sans être le fils de propriétaire. Ce qui n'empêche pas que les fils de propriétaires, ils ont aussi beaucoup de mérite. Parce que c'est pas toujours facile de succéder à ses parents. Mais du coup, là, à 26 ans? Oui, donc là, j'ai ma première étoile, je pense, dans ces eaux-là. Après, je suis élu chef de l'année à peu près dans tous les guides. Jeune espoir de la cuisine française à peu près dans tous les guides. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as pratiquement 50 cuisines, on va dire, derrière. Oui, derrière, en gros. C'est incroyable. Oui, c'est pas exactement... Avec tout le passé, famille, maman. Mais c'est pas exactement ça, c'est que moi, je travaillais la nuit. Où je faisais mes recettes très tôt le matin. Bien sûr. Donc ça veut dire que tes journées, elles sont doubles. Oui, je comprends. Après... Oui, mais t'étais quand même autodidacte. Oui, mais
en fin de compte, je sais pas, et une fois, un ami qui est décédé, Émile Young, on parlait comme ça de la réussite, et il me disait, parce que j'ai eu très tôt les étoiles, à l'époque on les avait plus tard qu'aujourd'hui, et il me disait, tu vois, en fin de compte, c'est pas forcément un bien, parce que il faut durer dans le temps, et que la pression que tu te mets, elle va être assez longue. Si tu as ta première étoile à 30 ans ou 35 ans, après éventuellement une deuxième étoile à 40, tu as le temps un peu d'ingurgiter tout ça. Quand tu es un peu tout jeune, après, la pression, c'est ce que toi tu te mets, en fin de compte. Le regard de l'autre, évidemment. La pression, c'est la valeur que tu veux lui donner. La parole de l'autre qui te touche ou qui te touche pas, c'est dans une échelle de valeur, c'est quelle valeur tu lui donnes. Et alors, si on parle d'échelle de valeur par rapport à nos auditeurs, téléspectateurs, etc., une étoile, il y a vraiment une différence quand on acquiert sa première étoile, comme ça, à 26 ans. Il y a un gap. Tu sens qu'il y a avant et après ? Il y a avant, après, pour l'équipe aussi, pour les clients. Moi, la première étoile, c'était... J'ai ouvert le château de Divonne, 6 mois après, on a une étoile. Donc, c'était la big surprise. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout. C'est ça. Et c'est formidable. Franchement, les guides sont formidables, notamment le Michelin, pour des chefs, pour notamment des jeunes chefs, et pas que. C'est un tremplin. Donc, ça situait où, Divonne, du coup ? À côté de Genève. À côté de Genève, ok. Et après Divonne ? Donc, après Divonne, je suis resté 8 ans à Divonne. Et après, la famille Tétinger, Jean Tétinger, m'a demandé de reprendre le Grand Véfour. Donc je passe d'un statut du château de Coudray à chef de cuisine au château de Divonne à directeur chef de cuisine. Donc je cumule les deux fonctions. Je viens ici en 91 et je reprends aussi ces deux fonctions de diriger la maison et d'être chef de cuisine avec des super collaborateurs, dont un qui est toujours avec moi, qui s'appelle Pascal Pujot, qui est mon plus proche collaborateur, qui est un chef extraordinaire et qui m'accompagne depuis Divonne, depuis 1989. Pour comprendre, vous êtes combien là ? Il y a combien de personnes avec toi autour de toi en cuisine ? En pleine saison, l'été, on est une quarantaine, on va dire 20-20. Quand tout le monde... Service du midi et service du soir ? Deux services. Deux services. Donc ils fonctionnent en deux équipes qui se relaient ? Ils fonctionnent en une équipe qui se coupe. Une équipe qui se coupe. Il y a des coupures, et il y a des personnes... La plupart des collaborateurs sont en coupure, il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Mais on va dire la majorité l'est. 40, c'est monstrueux. C'est combien de couverts en service ? Il y a deux périodes du Véfour. Il y a la période où on était étoilé et la période où on a arrêté les étoiles. On est devenu plutôt un restaurant de quartier, je dirais. Quand on était vraiment un restaurant pur et dur, gastro, on faisait entre 40 et 50 couverts. Là, on en fait le double. On en fait le double parce que les prix ne sont plus les mêmes. Et qu'on a simplifié le service, qu'on a simplifié des choses en cuisine. Voilà. Des choses qui étaient, entre guillemets, imposées par les étoiles à un moment ? Ou pas forcément ? Non, mais dans la vie, tu t'imposes ce que tu as envie de t'imposer. Oui, bien sûr. Vous savez, on s'impose beaucoup de choses soi-même. Après, c'est où on met le curseur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À quel moment on met le curseur ? La parole de l'autre ou l'avis de l'autre, quelle est sa réelle importance par rapport à ta vision à toi ? Par rapport à ton ressenti. J'imagine qu'un restaurant, c'est avant tout la vision d'un chef quand même. Oui, pourquoi ? Le restaurant est forcément la vision d'un chef au départ, puisque c'est lui qui va donner, je dis n'importe quoi, est-ce qu'on va faire de la cuisine thaï ? Est-ce qu'on va faire de la cuisine italienne ? Est-ce qu'on fait de la cuisine française ? Quel type de cuisine française ? Est-ce que je suis alsacien ? Je vais faire plutôt alsacien. Donc le tempo, il est donné par le chef. Bien sûr. Après... C'est vraiment un travail d'équipe avec les collaborateurs et j'ai de la chance d'avoir des super collaborateurs. Christian David qui m'a accompagné très très longtemps jusqu'à sa retraite. Après il y a eu Flavien Develay et là il y a Julien qui sont en salle, qui sont accompagnés de Marion. Il y a vraiment une super équipe et en cuisine j'ai une super belle équipe aussi, notamment avec Pascal. Et alors, tu parles d'équipe, tu parles de cuisine, on reviendra après sur le lieu, juste j'enchaîne avec ça. Donc tu nous disais que dans ta jeunesse, tu étais, rythmé par les saisons, par les produits. J'imagine que ça, tu l'as gardé dans ton ADN, c'est toujours le cas maintenant ? Voilà, alors
Évidemment qu'on suit le cours des saisons sur les produits, et je dois dire que d'être originaire de la campagne, ça t'aide vraiment dans ta vie, parce qu'à Paris, en ville, pas qu'à Paris, New York, Los Angeles, Tokyo, bien sûr. Londres, en ville, tu perds des repères. Ouais, t'as plus de saison. T'as plus de saison, parce que, tu vois, la campagne, là j'ai des copains qui sont au ski, là, bon, ils m'ont appelé, la première chose qu'on s'est dit ce matin, il fait beau. On parle du temps, parce qu'en montagne, le temps est méga important. Ouais, bien sûr. Mais en regardant le ciel, tu comprends, dans les 2 jours qui vont venir, quelle est la tendance. Plutôt orageux, si tu fais de la montagne, c'est vachement important. Si tu fais du ski hors-piste, c'est hyper important. Donc, pour le monde agricole, paysan, c'est hyper important. Tu regardes une forêt, tout est écrit dans la forêt. Tu as des grands, des petits arbres, tu as des gros, tu as de tout. T'as de tout. Donc, la nature te forme aussi. Oui, bien sûr. Mais à Paris, tu perds ces repères. C'est pas que... Et c'est dommage, les gens n'y peuvent rien. Quand tu habites en ville, tu n'y peux rien, mais ces repères, tu les perds. Et quand tu as la chance d'être d'origine de la campagne, paysanne, c'est ancré en toi, ces saisons. Je comprends. Le produit, le bon produit, au bon moment, c'est ancré en toi. Oui, bien sûr. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Je voudrais juste faire un petit... Tu as parlé donc 91, tu arrives ici au Grand Véfour. Moi j'ai la tête levée depuis tout à l'heure. C'est un lieu qui est juste... c'est invraisemblable, hein. C'est complètement fou, ça. C'est un lieu qui est assez fou, qui est classé aux monuments historiques. Oui. Donc avec tous les fixés sous verre qui représentent les scènes de la vie, mais pas que. Oui. Et donc ce sont des peintures qui sont fixées sous verre. Et c'est juste incroyable parce que je suis là depuis 1991 et chaque fois que je rentre dans ce restaurant, c'est un émerveillement. T'as la même émotion. J'ai la même émotion et je vois des détails. Tiens, je dis ça, je n'avais pas vu. Alors peut-être que je les ai vus et que j'ai oublié. Mais voilà, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui est aussi chargé d'histoire par les clients qui sont venus. Par exemple, derrière moi, il y a la table de Victor Hugo. À la première d'Hernani, il était là. Il n'était pas là à sa représentation, qui était du reste un petit peu houleuse, mais quand même qui s'est bien passé, mais il était là. La belle Otero dansait sur les tables. Offenbach était là, Napoléon était là. Donc je dois dire, Cocteau, Colette, c'est une maison qui a des âmes. C'est incroyable. La Calas, c'était cette table préférée. Donc c'est une maison qui a des âmes et qui te porte. Alors en parlant d'âme, tiens, c'est marrant parce que la question suivante, je vais la poser telle que, c'est vraiment drôle. Comment fait-on pour moderniser une institution sans trahir son âme ? Moi, je suis de la montagne. Oui. Donc déjà, j'ai fait beaucoup de montagnes. Et quel que soit l'édifice, le plus beau soit-il, la plus grosse pyramide, la plus grosse construction, par rapport à l'immensité des montagnes, c'est petit. Ouais. Alors l'homme, par rapport à une montagne, par exemple de Savoie, c'est pas grand-chose. Bien sûr. Et quand tu es baigné dès ton enfance par un environnement assez grandiose, qu'après tu travailles dans des relais châteaux, puisque nous sommes relais châteaux aussi, dans des maisons qui ont une âme, quelque part ça te porte. C'est un peu comme une fondation d'une maison. Mais c'est pas un poids. Ça pourrait être un poids. Mais pour moi, ça n'a jamais été un poids, puisque je dirais que la montagne mettait un support pour faire de l'escalade, pour skier, etc. Pour marcher, c'était un support. C'était pas quelque chose qui m'engloutissait. Ouais, c'est pas une contrainte. Toi, c'est pas une contrainte. Ouais, je comprends. C'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu. C'est plus qu'un terrain de jeu, c'est une fondation. C'est une fondation d'une maison. C'est la base d'une maison. C'est le socle. Après, en fonction de ta sensibilité, ton parcours, tes envies, tes connaissances, tu vas construire le dessus. Comme un architecte, il a une fondation. Après, selon l'architecte, tu as des choses différentes. Bien sûr. Et c'est ça la cuisine. C'est dans ces maisons comme ça. Et alors, est-ce que tu as un plat que tu pourrais dire iconique au Grand Véfour ou pas forcément ? Si, il y a plusieurs plats qui ont vraiment fait... qui continuent, qu'on a mis déjà au point au château de Coudray, qu'on a continué... à faire évoluer ? À faire évoluer au château d'Yvonne. Et ici, que je ne voulais pas mettre à la carte. Ce sont les ravioles de foie gras, que j'avais surtout développées à Coudray dans les années 80. Et quand je suis arrivé ici, Jean Tétinger, qui était le propriétaire du lieu, m'avait dit « Vous avez carte blanche, je ne vous demanderai jamais rien. »
Menez votre maison tranquillement et je vous demanderai jamais rien. Et il m'a quand même demandé 2 choses. Il voulait voir la carte. Donc je lui ai montré la carte. Et il m'a dit, mais vous n'avez pas les ravioles de foie gras ? Je dis non, il y a trop longtemps que je l'ai fait. Je sais pas, je sens pas trop. Il me dit, écoutez, bon, je vous ai dit que je vous demandais rien. Je vais vous demander une chose. Mettez-les un trimestre. Si ça marche, un test. Si ça marche, vous les gardez. Si vous voulez continuer de les faire, vous les gardez. Si vous voulez pas, vous les enlevez. Alors, et là, il avait raison. C'est quoi ces ravioles ? C'est une pâte très très fine dans laquelle on met un cube de foie gras qu'on recouvre d'une autre pâte très très fine, qu'on cuit dans un bouillon de volaille très peu de temps, qu'on fait un jus émulsionné au soja par exemple à base de jus de truffe et qu'on saupoudre de truffes hachées. Ce plat-là, quand on était en gastro pur et dur, un client sur 2 le prenait. Pour dire, c'était le plat le plus vendu. Le plat signature ici, pour dire je l'ai pris. Un des plats signature, et celui-là, donc, Jean Tétinger a bien fait de me demander de réaliser cette recette parce que ça a été vraiment un plat iconique de la maison. Après, on en a d'autres. On a le parmentier de queue de bœuf, ça c'est un souvenir d'école. Donc c'est soit de la joue, soit de la queue qui est cuite très très longtemps, avec de la purée. Étant donné qu'on est au Grand Véfour dans un restaurant gastronomique, il y a un jus à base de truffes. Voilà, ça fait partie. Ça doit être gourmand, voilà, après, on a un pigeon qui est farci en la mémoire de Raymond Livert, qui était le grand chef qui est resté 37 ans au Grand Véfour. Premier chef à faire de la télévision, premier chef à aller au Japon, qui a sorti aussi les cuisiniers des cuisines, et il faisait un pigeon, Prince Régnier, qu'on a retravaillé, mais on est toujours dans sa philosophie. Génial, génial. C'est vraiment... Et alors du coup, c'est quoi le grand défi au quotidien dans un tel établissement ? Le grand défi pour les cuisiniers, tous les cuisiniers, c'est de faire bien chaque service. C'est que on n'a pas, je veux dire, on a chacun nos problèmes. Il faut qu'ils restent à la porte du restaurant parce que le client il vient là se faire plaisir. Bien sûr. Donc nous sommes des marathoniens, mais en même temps un petit peu comme les acteurs de théâtre, on est en direct à chaque service et c'est ça qui est merveilleux. Ce métier est merveilleux parce que on est un des rares métiers où on transforme la matière. Il n'y a plus beaucoup de métiers où on part d'une carotte des sables ou un produit brut qu'on transforme. Avant, les peintres faisaient leur pigments. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de peintres qui font leurs pigments. Donc nous, on a la chance de pouvoir transformer la matière avec l'envie que l'on a. Le seul truc, c'est qu'il faut que ça plaise à nos clients. Et je veux dire, si je mets de la poudre de perlimpinpin ou de l'ail noir, je mets ce que j'ai envie. In fine, il faut que le client soit heureux de ce qu'il a goûté. Parce qu'on est là pour faire plaisir aux gens. Bien sûr. Et en fin de compte, la cuisine, c'est aussi ça, de transformer la matière, mais en même temps, être cuisinier, c'est aussi un langage. Moi, je te parle par mes plats. C'est aussi une façon de dire je t'aime, c'est une façon de dire des choses, de cuisiner. C'est exactement ce que j'allais dire dans je t'aime, on fait passer des émotions. Voilà, Et quand on mange, on les ressent, ces émotions. Normalement, on devrait. Oui, bien sûr. Et en parlant d'émotions, au vu du cadre, au vu des clients qui sont passés ici, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont vraiment marqué pas forcément de gens connus, mais des rencontres où tu as fait waouh. Il y a plein de rencontres. Il y a plein de rencontres. Un enfant en fin de vie qui est venu ici, c'était son rêve de venir au Grand Véfour. Il n'avait que quelques jours à vivre. Wow. Il est venu accompagné d'une équipe de médecins. Ce sont des moments forts. Après, dans les moments d'émotion aussi, Maurice Jarre, ce grand compositeur qui est d'origine savoyarde. Et en 91, quand j'arrive, il vient dîner et on faisait le biscuit de Savoie. C'est un biscuit qui est fait dans le moule de ma grand-mère. C'est le seul héritage que j'ai eu de ma grand-mère, c'est un biscuit de Savoie. Et il me fait demander, il me dit, vous savez, je crois que la dernière fois que j'ai goûté un biscuit de Savoie, je devais avoir 16 ans, parce que je suis d'origine savoyarde. Et là, il fond un peu.
Et à partir de là est née une vraie grande amitié avec Maurice Jarre, mais il y a plein d'anecdotes, avec des gens connus, moins connus, mais oui, il y a eu, depuis que je suis là, surtout que la cuisine est quelque chose qui fédère. Donc, on pourrait y passer des heures sur les émotions avec les diverses personnes, mais je dois dire que là, ça a été deux belles rencontres. Et du coup, puisqu'on parle de cuisine, d'où te vient l'inspiration ? J'imagine des produits que tu reçois, mais c'est quoi le processus, le travail, la réflexion pour... Je dirais là, il y a un travail d'équipe aussi avec Pascal Pugeot, il y a un travail d'équipe, et puis après, moi souvent mes recettes, ça peut être la peinture, l'inspiration, parce que la peinture, les galeries, c'est un peu mon essence de la voiture, ou la batterie électrique. Pour ceux qui pédalent, le pédalier. Donc je suis obligé d'aller dans les galeries. C'est comme si j'étais appelé à voir des belles choses, des peintures, des sculptures. Et ça m'aide sur la dynamique d'un mouvement, par exemple, sur des couleurs, ça m'aide à réaliser des recettes. Après, se passe en cuisine, ça va vite. Ça, c'est marrant, t'es pas le premier chef qui me parle de couleurs, effectivement, et d'association de couleurs. Un vrai travail. C'est pas, ce que je veux dire par là, c'est un tableau. Oui. Par exemple, un tableau, ça peut être la dynamique d'un mouvement. Ça peut être la profondeur, ça peut être... Mais c'est rarement le sujet. J'ai n'importe quoi, si je vois un tableau d'Uri Cooper en bordure de mer, j'ai pas envie forcément de faire du poisson. Bien sûr. Ça peut être ce que dégage cette chose, ou notamment avec notre salon au premier étage, avec les œuvres de Claudine Drey. Ça aussi, pour elle, ce sont des parts d'ange qui sont blancs. Et ça aussi, ça aide à être dans une certaine pureté des recettes. Ok, c'est hyper intéressant, dis donc. Et alors, la cuisine, c'est vrai que depuis quelques années, je trouve la cuisine française, on va dire, même si toutes les cuisines évoluent constamment. Comment tu l'imagines, toi ? Comment tu la vois dans son avenir ? La cuisine française, elle a toujours évolué pour plein de raisons, notamment la mixité des gens qui sont chez nous, qui ont apporté, parce qu'à part la patate et encore la pomme de terre qui est pas réellement français, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont françaises à l'origine, la tomate, etc. Donc ce sont tous des produits ou toutes les épices qu'on a importées ou que des étrangers sont venus chez nous. Donc c'est cette mixité, en partie, qui fait que la cuisine française, elle est ce qu'elle est. Et en même temps, les chefs... au fil des siècles, on peut dire depuis Louis XIV, mais même avant, on retrouve en 1520, par exemple, Maître Chicard, qui était le chef d'Amédée VIII, on retrouve des recettes, par exemple sur une volaille. Et si Dieu le veut, prenez une volaille de la meilleure provenance, la cuire à point. Là, il y a déjà 3 gros messages. Et si Dieu le veut, il parle pas forcément du Dieu en tant que Dieu, mais il parle de l'environnement, des astres, de ce qui nous dépasse. Donc il y a déjà une notion divine. On est en 1500 là. Et si Dieu le veut, prenez une volaille de la meilleure provenance. Ça veut dire déjà, choisissez votre produit. Déjà. Ne prenez pas n'importe lequel. Et ensuite il dit, cuisinez-le à point. Cuisinez-la à point, par exemple, pour la volaille. Donc cuisinez-la juste. Donc si vous voulez, de tous les temps, tu vois, il y a eu des cuisiniers. Après, il y a eu bien sûr Antonin Carême, Auguste Escoffier, Raymond Oliver, Paul Bocuse, etc. Il y a eu tous ces chefs qui ont apporté, Alain Chapelle et tant d'autres, 3 gros, qui ont apporté un savoir-faire. Avec la France est extraordinaire parce qu'on a des produits de tous azimuts. On a la mer, on a la montagne, on a des lacs, on a des rivières, donc on a une diversité tellement complexe. Alors, il y a la créativité des chefs et il y a aussi nos clients. Nos clients, le client français, en général, est toujours en recherche de choses un peu nouvelles. On va dire, il est, si on compare, moi qui ai un peu voyagé, avec d'autres clients qui sont un peu plus tradis, le client français, au niveau de la cuisine, il aime bien
les nouveautés. Donc ça veut dire que entre le client qui aime bien les nouveautés, qui est prêt à goûter des plats dont il n'a pas forcément les références, les chefs qui sont plutôt créatifs, se mixent les produits qu'on a, les origines d'où l'on vient. Voilà, ça fait la richesse de la cuisine française, on a quand même des produits juste incroyables. Ouais, on a des éleveurs, des cultivateurs, souvent on critique les paysans, mais les gens ne savent pas comment ils vivent. Bien sûr. Il y a une vraie différence. Donc il y a une vraie différence, il y a la culture du produit, il y a cet amour, cette philosophie du beau produit, et on a de la chance d'avoir des marchés extraordinaires. Et du coup, comment toi tu vas véhiculer ta passion, partager ta passion, transmettre aussi à tes équipes, à tes jeunes? J'imagine que tu dois avoir des jeunes qui arrivent pas continuellement, mais régulièrement. Comment tu leur apprends tout ça? D'abord, on forme des apprentis, on forme des jeunes. Après, j'ai écrit plusieurs livres. Ouais. Donc, il y a les émissions de télé, il y a Épicerie Fine. Donc, c'est un ensemble de choses. On a un rôle de formateur qui est vraiment important. Bien sûr. De transmettre. On en parlait tout à l'heure, la transmission, c'est aussi par ton compte Insta où tu proposes des recettes toutes simples, comme ça, c'est tous les week-ends, c'est ça, tous les samedis ou tous les dimanches? Oui, tous les dimanches, on fait une recette nouvelle. Oui. Mais là, je dirais, ces recettes, c'est un peu la recette de la maison. Comment faire un peu diversifier ce qu'on a l'habitude de faire, sans avoir des produits chers, en général, sans que ça prenne trop la tête, sans que ça soit trop long. Donc là, je dirais, c'est plutôt pour la maison de donner des petites astuces pour la maison, pour cuisiner un peu différemment chez soi. Et ça, on va dire, c'est plutôt le rôle de monsieur et madame à la maison. Après, tout ce qui est professionnel, c'est par les gestes, par les écoles, par les formations que l'on donne, par les livres que l'on écrit. Voilà, et il y a des jeunes maintenant qui ont parfaitement réussi, mais après la réussite, qu'est-ce que c'est la réussite? Donc la réussite, ça peut peut-être être d'avoir 3 étoiles, mais c'est peut-être aussi d'avoir une auberge dans le Larzac. Donc ce qu'il faut, c'est pas perdre son âme et prendre du plaisir à ce qu'on fait. Ouais, bien sûr. Ah bah tiens, ça, je trouve que c'est une belle transition, parce que ne pas perdre le plaisir, etc., mais tu as aussi quand même une pression au quotidien, ou comment ça se gère, ça, quand on est comme ça à la tête d'un lieu aussi incroyable? Alors la pression, c'est un petit peu, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la pression, tu te la mets. Oui, bien sûr. Tu te la mets aussi, la pression. Donc bien sûr, quand tu es jeune, tu es plus un peu comme un cheval fou. Maintenant, moi qui ai fait beaucoup de montagnes, et parfois j'étais dans des situations très très difficiles où tu dois vraiment prendre du recul par rapport à l'élément. Parce que ça peut tourner en catastrophe ou que tu es déjà dans une semi-catastrophe. Donc si tu es trop dedans, tu vas à la catastrophe. Si tu arrives par rapport à l'élément à prendre du recul, c'est aussi une forme de vie de prendre du recul. Et en montagne, tu es obligé de prendre du recul. Bien sûr. Voilà, tu es obligé parce que l'élément, toi tu pars, il fait beau, tu as un coup de problème, il y a une tempête, tu pars trop tard, tu arrives à la nuit, enfin, tu es à deux, tu as un copain qui s'est fait mal ou tu t'es fait mal, tu réagis comment? Donc, faut s'adapter. Faut s'adapter, mais avant de s'adapter, il faut prendre du recul, tu analyses la situation. Et une fois que tu as analysé la situation, tu réagis. Et en cuisine, c'est un peu pareil, la pression par rapport aux étoiles notamment, c'est aussi la pression que toi-même, les étoiles ou les tocs ou tout ce qu'on veut, c'est toi aussi qui te la mets tout seul. C'est pas eux qui viennent tous les matins te dire nanana. C'est ça. T'en es où? T'en es où? Voilà, donc tu as des chefs qui se mettent plus ou moins de pression. Moi, j'essaye de prendre du recul par rapport à tout ça. Maintenant, il est vrai aussi que quand, pour un cuisinier, quand tu as 1, 2 et 3 étoiles, et que tu n'étais pas forcément destiné à faire ce métier, tu as tout eu en fin de compte. Tu étais le chef du Goemio de l'année, etc. Tu as eu toutes les distinctions. Donc, après,
c'est un peu plus facile, je trouve, pour prendre du recul aussi. Parce que tu dis, Je bon, comprends. ok, moi j'ai eu, ok. Ouais. Bon, T'as voilà. même plus que t'espérais. Ouais. Bah ouais, même dès la première étoile, c'était un truc, jamais jeune, quand j'ai débuté dans le métier, je pensais voir, je savais même pas tellement ce que c'était les étoiles en fin de compte. Oui, j'imagine, tu démarres Pizzaiolo, tu Non, t'es pas en train de te demander ce que Non. c'est que 1, 2 ou 3 étoiles Michelin. Non. Hein, tu fais une pâte et... Ouais, mais on essaye de faire une bonne pâte Bien avec sûr. une bonne huile d'olive. Et tu... Ah ouais, donc tu avais déjà le produit en tête. C'est ce que j'ai dit au départ, c'est ce que disait ma mère, si tu le fais, fais-le bien. Fais-le bien. Ou alors, ne le fais pas parce que ça te prend la tête ou je sais pas. Donc arrête arrête de faire des choses à moitié, ne les fais pas, et puis voilà. Et alors, est-ce qu'il y a, on va un peu parler d'anecdotes et de moments avant de conclure, parmi tous les plats que tu as pu créer, est-ce qu'il y en a un qui te rend particulièrement fier ? Tout à l'heure, tu nous en as évoqué deux ou trois. Est-ce qu'il y en a un vraiment où tu dis il y a waouh, ceux-là, il y ouais. a ceux-là, puis il y a ceux qu'on fera demain. Oui, ouais, c'est ça. Ça continue toujours. Ça pour s'arrête l'instant, jamais. The show must go on. Je Ouais, sais pas, c'est bien, pour c'est bien. l'instant, moi je vis au quotidien. Je vis au jour le jour. Ouais. Je fais pas des anticipations sur 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on est là, on est vivant, on est en pleine forme. On continue. On a tellement de la chance de pouvoir se lever le matin, d'être en forme. Ouais, bien sûr. Il y a tellement des gens qui souffrent, donc jour après jour. Est-ce qu'il y a une critique, positive ou négative d'ailleurs, qui t'a particulièrement marqué ? Peut-être négative et tu dis tiens, il faut que je change ça et du coup ça change, ou positive ? Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit waouh, là c'est un déclic pour moi ? Moi, il y a une critique qui m'avait blessé quand je suis arrivé ici, parce qu'en gros j'étais encensé de tout le monde. Oui. Ce fin qui s'est démarqué mais il critiquait, on va dire, tous les grands chefs. D'accord. Donc, voilà, après... Ça t'a quand même touché ? Quand je suis arrivé, là. Ouais. Quand je suis arrivé, mais après, si je remonte... Là, on est en 91, mais si je remonte avant... non, peut-être ma grand-mère qui m'avait dit... faut que tu travailles aux ponts et chaussées. Parce que t'es trop bagarreur ou boxeur, mais t'es pas très carré. Voilà. Moi, c'était drôle. Ah oui. Alors que carré, c'est quand même, normalement, c'est plutôt la marque de fabrique d'un chef, non ? D'être plutôt carré, discipliné. Non, mais là, j'avais 8-10 ans, parce que je n'arrêtais pas de faire des bêtises. Ah oui. Non, parce que je faisais plutôt beaucoup trop de bêtises. Je n'étais pas très discipliné, ni à l'école, ni rien. Donc, et maintenant ? C'était... ouais, je suis discipliné dans... Oui, il faut un code. Après, il faut être dans des rails de toute façon, mais après, ça ne t'empêche pas de penser, de t'échapper dans ta tête et de faire des choses qui ne sont pas... Voilà, par exemple, quand on a fait, à un moment donné, on faisait une tourte d'artichaut, on faisait tous les légumes. Avant que ça soit la mode des légumes, on faisait tous les légumes en dessert. C'est vrai que c'était quelque part un pari, tout ça, mais... ça casse les codes. Ouais, ça casse les codes, on s'est bien amusé, ouais. Ah ouais, génial. Et alors, est-ce que... je veux juste te dire vas-y. Qu'il faut, quand même, dans ce métier, faut s'amuser quand même. Bah oui. Faut pas croire que... Enfin, c'est pas le bagne, hein. Ouais, bien sûr. Non, mais bien souvent, sûr. une image... il faut, il faut qu'on ait des moments, notamment les mises en place le matin. C'est pas, voilà, faut que chacun puisse s'exprimer et pas dans la douleur. Ouais, bien sûr. Ah bah tiens, regarde, la question suivante, c'est drôle ça. La question que je voulais te poser, c'est quelle est la chose la plus inattendue qui te soit arrivée en cuisine ? Est-ce que tu as eu un truc incroyable ? Je sais pas, plus d'électricité, vous devez faire quelque chose de différent. Alors, plus d'électricité, c'est arrivé plusieurs fois. Comment tu fais ? On fait du froid. Hein. Et une fois, il y a eu le feu qui s'est déclenché, pas au Grand Véfour, mais sur un soupirail extérieur qui nous a bloqué la climatisation, tout ça. Et ça fumait dans le restaurant. Les clients, ils ont fini dehors, sur les tables dehors. C'était un peu...
Et là, comme tu dis, comme tout à l'heure, en montagne, il faut on prend du recul. Prendre du recul, analyser. Ouais, on analyse et puis on dit les clients qui sont là, on sort les tables, ils finissent dehors, on leur explique gentiment que... Et tout se passe bien. Ouais. Non, mais j'ai une anecdote drôle. Allez, vas-y. J'étais un jeune chef au château de Coudray. Oui. Et Madame Laden, qui était la propriétaire, avec son mari, leur fils, Pierre, prenait la direction du château. Oui. Et moi, j'étais un tout jeune chef. Hein. Ouais. Et on faisait un canard style au caramel, je sais plus, au caramel de thym, on va dire. Et un client appelle Pierre Laden, donc le propriétaire, lui dit, écoutez, le canard il est trop bon, mais la sauce caramel colle un peu aux dents. Et Pierre, qui avait la répartie, dit, oui, c'est normal, on le fournit toujours avec une brosse à dents. Ce plat, il vient voir en cuisine, et il me dit, écoute, regarde, peut-être ta sauce caramel est un peu trop collée, détends-la un peu, parce qu'il y a un client qui s'est plaint. Je lui dis, mais tu lui as dit quoi? Et il me dit, je lui ai dit, d'habitude on servait avec ce une plat avec une brosse à dents. Voilà. C'est un petit peu pour... Comment tu la détends? S'il faut la détendre, à l'eau? Non, pas à l'eau, avec un jus de canard. C'est-à-dire, j'avais trop fait réduit, ça s'appelle une gastrique, j'avais trop fait réduit avec il y avait, on va dire, pour faire simple, un caramel dans lequel on rajoute un jus de canard, un fond de canard, et en réduisant, en cuisant trop, voilà, ça s'était épaissi. D'accord. Étant donné que la base est, on va dire, un caramel, c'est pas exactement ça, mais c'est proche du caramel. Du coup, ça donnait de la consistance. Et en mettant, il fallait juste rajouter un petit peu de. Tu l'as jamais servi avec une brosse à dents? On l'a jamais servi avec une brosse à dents, mais voilà, parce que là j'étais un jeune chef. C'est par hasard que j'étais chef dans cette maison, parce que la personne qui devait y aller au dernier moment s'est désistée. Et moi, je me suis retrouvé... Tu passais par là et tu t'es retrouvé chef. En gros, je passais par là, je me suis retrouvé chef. T'as vu de la lumière et... Non, mais... Incroyable. Parce que le chef qui devait aller là, oui. on se retrouve sur les pistes de ski. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais après la saison, l'été? Je dis, moi, tu sais, il me dit, mais... moi, je fais du ski, je trouverais bien un petit boulot. Puis je dis, et toi? Il me dit, mais moi, je vais chef dans un relais château. Ouais, je dis, t'as du bol et tout. Et il m'appelle 3-4 jours avant l'ouverture. Sa femme était enceinte du 3e enfant. C'était une place saisonnière, ne voulait plus faire les saisons. Okay. Donc elle dit, moi, au château de Coudray, je n'y vais pas. Il n'avait pas de plan B, donc il m'appelle. Je lui dis, mais moi, j'ai jamais travaillé dans un relais château, je sais à peine ce que c'était. Non, mais j'ai goûté ta cuisine, il y a des gens qui ont parlé de toi, que tu cuisinais bien, tout ça. Incroyable. Donc je suis allé me présenter l'avant-veille de l'ouverture. Et le propriétaire, Pierre Laden, me dit, écoutez, je suis obligé de vous embaucher chez personne d'autre. Le choix était passé de pizzaiolo? Non, mais là, j'étais chef dans un tout petit restaurant. Ok. Mais bon, voilà. Le gap, t'es passé d'un coup... Et l'anecdote aussi qui est drôle, c'est que le second qui vient se présenter, pour seconder le chef, vient me voir. Et il me dit, je voudrais parler au chef. Ouais. Et je dis, oui, c'est moi. Et il me dit, non, mais je voudrais parler au chef, je suis le second. Et je dis, c'est moi. Et il me fait, toi, t'es un petit rigolo. Je lui dis, oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Puis après, il demande au gars, il dit, mais il est où le chef? Il dit, c'est lui. Voilà, parce que j'étais beaucoup plus jeune que lui. J'avais, c'est en 80, j'avais, je sais plus, 80 même. Ouais, j'avais 22 ans, 23 ans. Et lui, il avait... Ouais, il avait 3 ans de plus ou 4 ans de plus. Mais j'étais... parce qu'à l'époque, les chefs de parti étaient plus âgés qu'aujourd'hui. Les chefs de parti, on était chefs de parti entre 22 et 25 ans, 26 ans. Toujours pour nos auditeurs, un chef de parti dans la... Un chef de parti, c'est, on va dire, en cuisine, il y a la viande, le poisson, en gros. Hein, si je caricature, la viande, le poisson, les entrées. Et les desserts. Et les desserts. Ok, à part. À part. Sucré à part. Le sucré est à part. Là, c'est le chef pâtissier, et c'est Franck Pelletier qui est chez nous, qui est génial. Ouais. Mais on va dire, voilà, par exemple, sur les légumes, la personne qui va cuire les légumes, etc., le responsable, il s'appelle un chef de parti. Ok. Qui est assisté d'un demi-chef de parti, qui est assisté d'un commis. Ok. Donc voilà, chef de parti, demi et commis, on va dire. Ok. Pareil pour la viande, pareil pour le poisson. Voilà. Ok. Donc, dans les années 80,
les chefs de parti, ils avaient entre 22 et 25, 26 ans, quoi. Bien sûr. Donc, j'étais un des plus jeunes de la brigade. C'est ça. Bon, c'était... Je suis arrivé par hasard, si vous voulez. C'était pas prévu. Ouais, c'était pas prévu. Mais ça s'est bien passé. Ah, génial, génial, incroyable. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui rêve d'ouvrir son restaurant? Tu lui dirais quoi? Vis ton rêve. Donne-toi les moyens, mais faut travailler. Faut beaucoup travailler. Ouais, c'est ça. Mais vis ton rêve. Il faut vivre son rêve. Et il faut avoir des rêves. Intéressant. Alors, on va terminer. J'ai quelques petites questions à te poser que je pose à tous mes invités. La première, c'est si tu devais cuisiner un plat pour une personne vivante ou morte, ce serait pour qui et quel plat? Ce serait pour ma femme. Une personne? Ouais. Moi, pour ma femme. Et quel plat? Oui. Moi, elle a des goûts simples, une salade de truffes. Pas mal. C'est très simple, très bon ça. Salade de truffes. Ah, alors là, toi, tu es vraiment avantagé parce qu'on rejoint un peu tes recettes Instagram. Si tu avais une recette à nous donner en 1 minute chrono. 1 minute chrono, ça dépend de la saison. En avril, en avril, il y a les premières pommes de terre rates. Okay. Voilà, il y a les rates du Touquet, par exemple, il y a les premières pommes de terre. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les épluche même pas, on les frotte, on les lave, on les frotte avec du gros sel, on les fait revenir dans de bonne huile d'olive. Okay. Et là, en fonction, on peut rajouter un peu de thym, un peu de ciboulette, un peu de basilic. Oui. Et puis, pour les amateurs de sensations fortes, pourquoi pas du curry. Okay. Et puis, ceux qui mangent de la viande, peut-être des petits morceaux de viande, mais tout petits, qu'on fait revenir en même temps. D'accord. Voilà, basta, le tour est joué. Ok, 1 minute chrono, bravo. Que voudrais-tu que... C'est en bas. On est en... Ouais, ouvrez la porte, descendez, il y a du monde. Merci. Un chef, ça fait tout, hein, dans un restaurant. Il faut s'adapter. Bah oui, bien sûr. Que voudrais-tu que tes clients retiennent de leur expérience ici au Grand Véfour? Qu'ils aient vécu une émotion. Ok. Après, encore 2, 3 questions très simples. Si tu devrais ouvrir un restaurant dans un autre pays, ce serait où et pourquoi? J'en ai ouvert au Japon, j'en ai ouvert aux États-Unis, partout sauf en Italie. Pourquoi pas en Italie? Pourquoi pas en Italie? Parce que il y a ce qu'il faut en Italie. Les cuisiniers italiens cuisinent très très bien. Ouais. Et il y a ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Et il n'y a pas beaucoup de restaurants français. Ah oui, c'est vrai aussi. Ah. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que tu as un plaisir coupable en matière de nourriture? Oui. Alors? Je suis méga sucré. Donc je peux manger une tarte aux pommes tout seul. Pourtant, t'es plutôt marathonien là. Je suis plutôt marathonien, mais non. Voilà, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Ouais. On n'est pas tous égaux. Ouais. Exact. Et juste pour dire, par exemple, mon père qui a 96 ans. Oui. Aucun légume, aucun fruit, charcuterie, fromage, viande rouge. Exclusivement. Et la bibine. Matin, midi et soir. Ah ouais. J'ai jamais vu quelqu'un manger autant de Beaufort, autant de charcuterie, autant de viande rouge sans légumes. Alors de temps en temps, une pomme de terre, c'est très rare, qui est un tubercule du reste, mais il ne mange pas de légumes ni de fruits. 96 ans, il se porte bien, je vous remercie. Waouh, incroyable. Allez, et dernière question pour boucler la boucle et revenir au commencement. Quelle est ta Madeleine de Proust, ce plat qui te ramène en enfance? Il y en a 2, il y a le chou chantilly et la tarte aux pommes. Alors la tarte aux pommes nature, hein. Pas de cannelle, pas de kirsch, ou je sais pas quoi, pas de brisé ou pas de sablé, éventuellement de la compote, des pommes cuites au four. Voilà. Simple. Du produit. Génial. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir. Merci. C'est vraiment génial. Merci pour tout. Bonne fin de journée. Le service là va bientôt démarrer. Ça va? On n'a pas pris trop de temps? Non, c'est bon. Ouais. On gère. Génial. On s'adapte. On prend Sens de la fête. Exactement. Merci encore. Merci Toto. Bonne journée. À bientôt. Ciao. Salut, c'est Toto. Vous venez de regarder le tout premier épisode des Chefs se mettent à table. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que nous à le faire.
D'ailleurs, qui dit premier épisode dit premier invité. Et merci Guy pour ta gentillesse d'avoir accepté tout de suite de nous recevoir alors que on n'est pas encore connus, on démarre juste. Donc mille merci à toi. C'était vraiment super cette toute première émission. Voilà. Et qui dit première émission dit aussi imperfection. Et voilà, vous avez dû peut-être en noter 2 ou 3, comme moi. Et la première, c'est que je ne me suis pas présenté. Et oui, je suis Toto. C'est moi qui vais vous accompagner tous les vendredis sur cette chaîne pour découvrir la vie, l'œuvre, les doutes, les succès d'un ou d'une chef. À partir de vendredi prochain pour l'épisode numéro 2. Si vous êtes un féru de podcast comme moi, eh ben, vous pourrez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast sans aucun problème. Deezer, Apple Podcast, Spotify, voilà. Et en courant, au travail, non pas trop au travail quand même, plutôt sur le chemin du travail, vous pourrez donc nous écouter. N'hésitez pas à liker, bien sûr, cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des envies de chefs que vous souhaiteriez découvrir, dites-le moi et j'essaierai vraiment de les avoir pour vous. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tous les vendredis sur cette chaîne. Si entre les vendredis, vous êtes un petit peu en manque, pas de souci, nos réseaux sociaux, Facebook ou Insta, les chefs se mettent à table, vous permettront de découvrir des formats courts, des behind the scenes, comme on dit dans le cinéma, un truc de dingue. Bref, enfin voilà, découvrir un peu de notre vie, notre travail. Merci encore d'avoir pris le temps de nous regarder. Je vous dis à vendredi prochain. C'était les chefs se mettent à table.